Est-ce à dire qu'il existe réellement une économie des idées? Ah oui, tout à fait. Il existe une économie des idées. Elle a d'ailleurs été théorisée par un dénommé Paul Romer aux États-Unis. Elle a été reprise par un certain nombre d'autres auteurs. Est-ce que la France produit des idées exportables? Vous voyez que je reviens à votre question. Et la réponse est, je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que si je fais la différence avec un pays qui est assez connu comme le Japon, on s'apercevra que le Japon, lorsqu'il invente des produits et des services qu'il met sur les marchés. La recherche appliquée par rapport à la recherche fondamentale. Voilà, qu'il ne faut pas abandonner par ailleurs. Mais on s'aperçoit que les laboratoires dits de recherche représentent à peine, si j'ai bonne mémoire, 9% des brevets déposés. Vous vous rendez compte? Tout l'argent dépensé en recherche ne produit que 9% des brevets déposés en France. Et ce sont des entreprises privées ou des individus qui vont faire le reste. Alors donc il y a quelque chose qui fait que, sans rentrer dans un détail de discours d'experts, nous avons des idées, nous avons des gens savants, nous avons un patrimoine immatériel conséquent, mais nous ne sommes pas habitués à produire des idées qui rapportent de l'argent. La R&D, c'est aussi du business. J'ai failli me faire lyncher la première fois où j'ai dit oui, la formation, c'est du business. Bien sûr que c'est du business. Aujourd'hui, il faut savoir que les grandes écoles internationales sont en train de s'installer un peu partout dans le monde et elles arrivent avec des campus qui sont autrement mieux foutus que nos propres universités. Il faut savoir que la France avait des économies de bout de chandelle pour ses chercheurs et pour ses universités. Aujourd'hui, on en paie un prix considérable. Nos chercheurs talentueux vont aller voir à l'étranger ou ils se mettent à voyager pour aller chercher l'argent ou les moyens ou les ressources dont ils ont besoin pour s'éclater gentiment parce qu'ils ont des idées, eux aussi. Alors nous avons là un immense progrès à faire, c'est d'accepter que les hommes d'idées sont des valeurs montantes et qu'elles contribuent à la valorisation du patrimoine immatériel et que c'est là que vont se battre les sociétés qui sont en compétition dans les années à venir. Passer des 30 glorieuses aux 30 lumineuses pour reprendre voilà. Le siècle des Lumières. Je crois qu'il faut que nous revenions à une idée qui est celle du siècle des Lumières. Nous devons, la France doit redevenir un pays qui produit des idées, qui bouscule les idées établies, qui propose, qui n'enferme pas les gens dans des clichés et qui nous oblige à sortir de nous-mêmes, à accepter l'idée que la population, les individus, les entreprises sont aussi des artistes, des créatifs, des créateurs. Alors Denis, au fond, derrière tout ce débat, tout ce discours, ce qu'on voit émerger, c'est des nouveaux facteurs de compétitivité entre les différentes nations. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, bien évidemment, ça va changer complètement les rapports de force qui traversent entre les différentes compétitivités. Pour là encore essayer de trouver une image simple, autrefois on se battait pour s'attribuer le maximum de matières premières. On envoyait des bataillons de régiments pour essayer de s'emparer de territoires entiers. Aujourd'hui, on envoie des bataillons d'avocats pour essayer de s'emparer de pans entiers de connaissances, de blocs de connaissances. Donc il existe, si vous voulez, au travers de la montée en puissance de l'économie de la connaissance et des licences, etc., tout un développement du droit dont on peut s'interroger de savoir s'ils ne sont pas là pour plutôt protéger les nations, des entreprises, que pour favoriser le bien commun. Et là, au-delà de la discussion du logiciel libre, etc., au-delà des histoires sur le peer-to-peer, au-delà des problèmes de l'évolution du copyright, vous savez, au passage, le fait qu'on ait donné le droit d'auteur pour 60 à 90 ans, c'est quand même un scandale quelque part, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un produit comme les ventes de DVD de Walt Disney, de Bambi, il y a des années, se vendent au même prix qu'il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui, il y a longtemps que c'est amorti tout ça. Donc si vous voulez, ça devient des rentes de situation. Et des pays, soit les entreprises, essaient de s'emparer de blocs entiers de connaissances. Alors c'est vrai pour les pays en voie de développement lorsqu'ils essaient de s'emparer de molécules, de recherche, etc. Mais c'est vrai aussi de bagarres qui s'établissent sur d'autres plans. Alors donc vous avez des bataillons d'avocats qui essayent de faire ce qu'on appelle de l'expropriation des savoirs. Ils essayent de s'emparer de blocs de connaissances qui leur donnent une sorte de monopole sur des recherches particulières dans le milieu médical, dans le secteur des nanotechnologies, etc. Donc c'est une stratégie de guérilla permanente et bien évidemment certains pays, plus que d'autres, sont mieux armés ou en tout cas ont des stratégies et des politiques délibérément agressives pour empêcher les concurrences sur les savoirs. Ce serait assez long de le développer, mais revenons à un autre aspect plutôt de ces batailles, ces différenciations de compétitivité, ça va être aussi le problème de la maîtrise des réseaux.
Aujourd'hui, les maîtres des réseaux sont les anglo-saxons. Il faut savoir que les 9 plus grands opérateurs mondiaux sont des anglo-saxons qui détiennent quasiment le monopole de la circulation des connaissances sur les réseaux. Et nous sommes, nous Européens, grosso modo encore plus mauvais que l'on a été avec Galileo, qui est une affaire qui n'est pas encore terminée. Je pense que vous avez tous compris, je parlais du GPS européen, qui n'est toujours pas opérationnel, et que nous avons le même problème sur avec de tout autre enjeu aujourd'hui avec les réseaux électroniques, où les savants et les chercheurs de certains laboratoires qui s'avisent de faire circuler les connaissances vont sur Washington DC, où la NSA est tout à fait à l'aise pour décoder ce qu'elle veut en matière de circulation. Nous sommes en train de vivre le 22 annière, encore aujourd'hui, à savoir le détournement des communications les plus diverses par les États-Unis. Et ça, c'est déjà un sacré problème, auquel va s'ajouter un autre, qui est celui de l'histoire en train de se former, du rapprochement des grandes infrastructures de télécommunications avec les industries de contenu. Alors ça s'est passé de façon assez simple. D'abord, les infrastructures ont compris qu'elles étaient soumises à des contraintes auxquelles ne sont pas soumis les grands services en ligne, et vous avez des grandes plateformes qui se mettent un petit peu partout en place dans le monde, qui utilisent le droit fiscal pour se mettre là où ça rapporte le plus, là où c'est le moins coûteux, et vous fournissent des services à distance, qui sont, comme je disais tout à l'heure, dans notre contexte low cost, c'est-à-dire petit prix, donc évidemment, ils vont nous fournir de la musique, des livres, des biens culturels à un prix incomparable, ce qui va nous faire du bien, comme on peut le deviner, et en même temps que les opérateurs vont se dire, mais attendez, peut-être qu'on pourrait passer un accord entre nous, vous les contenus et moi les conteneurs. Alors, certains opérateurs disent, je vais racheter des gens qui font du contenu, d'autres gens de contenu ont dit, je vais acheter des opérateurs. Des gens, des contenus, des opérateurs de gestion, on s'en dit ensemble, on se marie ensemble, on va être très fort. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'ils sont à la fois les maîtres de la circulation dans les réseaux, et les Américains n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire, et en plus ils sont en train de devenir les maîtres en ce qui concerne les industries de contenu. C'était le rêve de Messier, ça, de fusionner les tuyaux et les contenus. Peut-être, il avait peut-être compris intuitivement l'importance stratégique et politique, mais aujourd'hui, le vrai problème qui est posé derrière ce constat, c'est où sont les contre-pouvoirs. Où sont les contre-pouvoirs? Pendant que les Français et, d'une façon générale, les nations européennes se disputent de savoir comment il faut s'organiser, etc., pendant ce temps, les anglo-saxons sont en train de devenir, littéralement, les maîtres de la net économie et du e-commerce. Pourquoi? Parce que tout ce qui se fait en matière de commerce électronique passe par leur réseau, passe par leur contenu. Et c'est eux qui font les prix. Et par différence avec l'économie des années antérieures, c'est celui qui fournit qui reçoit la devise. Il y a plein d'échanges là, il n'y a pas d'échange marchandises. Donc ça veut dire que si moi je suis au Minnesota et que je fournis un service en ligne et que je ne paie pas d'impôt sur les sociétés, non seulement je fais une bonne marge, mais en plus je peux casser mes prix et je peux écraser n'importe quelle société qui serait française et qui fournirait un service similaire. Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que les réseaux sont aussi des pénétrantes. En art de la guerre, c'est une pénétrante. Et ça fragilise le pays qui est pénétré par des services low cost. Et donc aujourd'hui, où sont les contre-pouvoirs, où sont les réponses à ces solutions?